Merci de nous rester fidèles sur les antennes de Source Africa. C'est l'heure du journal et voici pour vous, mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition. La capitale togolaise a accueilli les 29 et 30 mai la réunion des ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique. Objectif de cette rencontre, négocier un nouvel accord de partenariat avec l'UE après 2020. La lutte contre la maladie à virus Ebola s'intensifie en République démocratique du Congo. Après l'administration du vaccin, les populations retrouvent peu à peu leur sérénité. Et puis la page culture de cette édition est consacrée à la découverte de la série humoristique béninoise Ting Tong. Un scénario écrit autour des thématiques de la cybercriminalité et de l'immigration clandestine. Bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Les ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se sont réunis les 29 et 30 mai à Lomé, la capitale togolaise, en vue des négociations pour un nouvel accord de partenariat avec l'UE après 2020. Le développement économique durable, le financement du développement et la révision de l'accord de Georgetown font partie des thématiques abordées lors de ces échanges. 79 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et des Pacifiques en réflexion à Lomé, la capitale togolaise, sur comment améliorer leurs échanges économiques et sociaux avec l'Europe. À la veille de cette rencontre, une session extraordinaire a été consacrée à l'accord de Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003 et révisé en 2005. Il a pour objectif central la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que les ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se réunissent du 29 au 30 mai pour baliser la voie dans l'optique d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. Le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité. Et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP. L'accord de Cotonou expire en 2020. Des avancées ont été notées depuis la signature de cet accord, aussi bien sur le plan politique, économique que social, selon la chef de la diplomatie jamaïcaine et présidente du Conseil des ACP, Kamina Johnson-Smith. Cependant, les inégalités demeurent au sein des États signataires. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner pour s'en réjouir une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. Le développement économique durable, le financement du développement, la révision de l'accord de Georgetown sont entre autres questions à aborder. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne profite peu à l'Afrique subsaharienne, selon beaucoup d'observateurs. Pour un meilleur développement économique, ces derniers recommandent le renforcement de la coopération sud-sud. Entre 2012 et 2013, le commerce entre les pays d'Afrique de l'Ouest représentait 9% du total des activités commerciales. La 46e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale se poursuit à Brazzaville. Principal défi, retrouver la paix et la stabilité dans la sous-région d'Afrique centrale. Les rapports seront par ailleurs soumis au segment ministériel prévu ce 1er juin 2018. Les États de l'Afrique centrale vont évaluer les défis sécuritaires qui incombent aux populations de la sous-région Afrique centrale et apporter des réponses communes. Parmi ces défis auxquels ils doivent faire face, la résurgence de la violence en République centrafricaine et la situation humanitaire causée par le groupe terroriste Boko Haram dans le lac Tchad sont autant de problèmes à évaluer pour y apporter des solutions. Nous avons des problèmes qui ont été très longtemps pris en compte par les Nations Unies. Le problème du Darfour, le problème de Joseph Kony à l'est de la RDC avec la criminalité transfrontalière, le problème de Boko Haram, le pillage des ressources, le trafic et la traite des armes. Ce sont des questions qui reviennent, ce n'est pas les problèmes d'une région, non. Les problèmes sont intervenus avec les humains et les États doivent apporter des réponses, c'est pour cela que nous nous réunissons. La situation générale dans la sous-région demeure préoccupante malgré les progrès observés. C'est ainsi que la 46e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui a lieu du 29 mai au 1er juin 2018 à Brazzaville, permettra aux participants d'adopter des mesures visant à consolider la paix dans les États membres. Ce matin, nous avons examiné les recommandations issues de la 45e réunion ministérielle. Je crois que nous avons constaté qu'il y a des évolutions
positive. Et puis, dans certains pays, bien sûr. Dans d'autres, par contre, il y a des efforts à déployer. Tous les sujets cruciaux qui font l'objet de cette 46e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale sont examinés par les experts du 29 au 31 mai. Le segment ministériel qui réunira les ministres des Affaires étrangères ainsi que les représentants des ministres en charge de la sécurité, de l'intérieur ou de la défense se tiendra le 1er juin 2018 et mettra un accent particulier sur la situation équato-guinéenne. Les quarts de finale du jeu concours éducatif dénommé le Challenge du Savoir se sont tenus le 30 mai dans les locaux du Centre américain André Young au au Plateau dans la ville d'Abidjan. Plusieurs manches ont permis de départager les concurrents. Roland Kenei était pour la rédaction de Source Africa. La belle aventure ludo-éducative dénommée le Challenge du Savoir continue sa randonnée avec le quart de finale qui a permis de départager plusieurs équipes en compétition le 30 mai dans les locaux du Centre américain André Young, 6 au Plateau. Grammaire, conjugaison, culture entrepreneuriale, développement durable continuent de constituer le menu de cette première phase finale répartie en plusieurs manches. Des faits marquants ont émaillé ce quart de finale, notamment la déconvenue en conjugaison de l'équipe de l'Institut supérieur des carrières commerciales d'Abidjan, ISCC, qui a obtenu 0, ainsi que le remarquable exploit d'un étudiant de l'Institut des technologies d'Abidjan qui, à lui seul, a battu 4 impétrants de l'Institut supérieur professionnel Notre-Dame de la Paix de Trècheville. Donc carrément comme ça, ils ont 0. Ils ont de bonnes réponses, certainement, mais ils ne sont pas à l'endroit. Je ne sais pas si moi j'estime qu'ils ont 0. À vous d'estimer. Parce que les instructions se trouvent par colonne. Cette compétition a réuni plusieurs grandes écoles et universités, en particulier le groupe ITA, PG, locaux, etc. Donc ce matin, j'ai compéti avec Notre-Dame de Trècheville. J'ai été l'heureux gagnant par la grâce de Dieu. Bon, je suis vraiment heureux, je suis vraiment ému. Bon, je tiens aussi à ovationner mes camarades aussi du collège Notre-Dame de Trècheville. Je les félicite aussi pour leur engouement. Je tiens à rassembler ici, moi et mes amis, on se joue pour participer au concours du Challenge du Savoir. Malheureusement, nous repartons au-dessus de la compétition parce que nous avons perdu. Mais nous sommes contents parce que nous avons appris beaucoup de choses. L'esprit d'équipe a travaillé ensemble et a surmonté les difficultés. Allant d'excellence, esprit d'équipe, dynamique entrepreneuriale et développement durable restent et demeurent les maîtres mots de cette tribune ludo-pédagogique qui continue son odyssée avec les demi-finales la semaine prochaine. Lutter contre le VIH-Sida et les mutilations génitales féminines en milieu communautaire. Telle est l'initiative prise par plusieurs organismes en charge du développement. Un atelier de formation des coachs se tient du 23 mai au 1er juin 2018 à l'effet d'utiliser le football comme outil de sensibilisation, suivant le compte-rendu de Roland Kenei. Une fêtière d'organismes en charge du développement communautaire a organisé un atelier de formation itinérant à l'intention de coachs de football. La lutte contre le VIH-Sida et les mutilations génitales féminines est le fer de lance de cette stratégie de sensibilisation via le football, comme l'ont signifié ses initiateurs rencontrés à Port-Boué le 29 mai 2018 sur le terrain du centre pilote de cette commune. Nous avons initié un programme de formation au profit de pères et éducateurs parce que nous voudrions aborder la sensibilisation du VIH-Sida sous un autre angle. Nous avons connu plusieurs sensibilisations à travers des conférences, des animations grand public. Aujourd'hui, nous voulions utiliser le football comme outil de sensibilisation. Nous savons que le football, c'est un sport rassembleur de la jeunesse en majorité. Et le VIH-Sida fait ravage dans le milieu de la jeunesse. Donc, les appeler autour du football et profiter pour leur passer les messages de sensibilisation, nous pensons que ça aura plus d'effet. Ce projet sport pour le développement communautaire en Côte d'Ivoire, sous la coupole de Tackle Africa, Street Football World, la coopération allemande et l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire,
crée déjà de l'engouement autour de cette stratégie de sensibilisation à travers une méthodologie simple et collaborative qui marque déjà des buts. Les eaux du lac Toho ne sont pas contaminées. Telles sont les conclusions des analyses à mener dans ce lac situé au sud-ouest du Bénin. En effet, depuis ces derniers jours, la mort de milliers de tilapias dans ces eaux suscite la polémique et alimente les débats dans le pays. Au Bénin, la mort massive des poissons du lac Toho de la zone de Kpinou, située dans la commune d'Atchémé, continue d'alimenter les débats. Depuis le 17 mai 2018, les eaux du lac ont été envahies par une nuée de poissons morts et flottants. 2 jours plus tard, un élevage piscicole privé sera touché, entraînant la mort de 10 tonnes de tilapia. Cette mort mystérieuse a engendré une vague de réactions des différentes autorités et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a dépêché le 21 mai une équipe d'experts qui a effectué des prélèvements. Les résultats partiels des analyses effectuées par les experts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été présentés à travers un point de presse. Ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Les enquêtes ont révélé que les eaux du lac, les poissons et sédiments ne sont pas contaminés par les grandes familles de pesticides utilisés au Bénin. Le lac Toho ne contient aucun apport extérieur, ni de pesticides, ni de médicaments vétérinaires. Les autorités appellent les riverains à la vigilance. Toutes les populations riveraines doivent être des garants de la propreté, de la qualité de l'eau de nos plans d'eau. Dès qu'il y a un problème, que ce phénomène, le changement par exemple de couleur des eaux, soit signalé aux autorités compétentes afin que les mesures adéquates soient prises. Pour garantir la sécurité des consommateurs de poissons, les experts en charge du dossier entendent poursuivre les examens afin d'approfondir leurs investigations sur d'autres types de toxiques. Les autorités avaient placé le lac sous surveillance dès le début de cette affaire qui assure que les dispositions sécuritaires sont maintenues. Un plan de riposte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Les populations retrouvent peu à peu leur sérénité grâce au vaccin contre le virus. Au-delà du vaccin, le gouvernement ainsi que les organisations non gouvernementales sensibilisent les populations sur les règles d'hygiène à observer. Ici à Bandaka, la psychose des populations autour de l'épidémie Ebola se dissipe peu à peu avec le soutien de l'UNICEF et du gouvernement congolais. Depuis quelques jours, les personnes atteintes du virus Ebola sont prises en charge dans les centres de santé. Et pour des mesures de précaution, des vaccins préventifs sont également administrés aux populations de la localité. Aussi, une sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène à observer est faite. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Dans cette localité touchée par l'épidémie de virus Ebola, le personnel médical use d'une communication de proximité pour mieux convaincre les populations à se diriger vers les centres de santé. Nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter et enfin les amener au site des vaccinations pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Afin de limiter la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les agences d'aide, notamment l'UNICEF, se sont résolus à conjuguer leurs efforts. À ce jour, plusieurs Congolais ont pu recouvrer la santé et reprendre leur quotidien en main. Les autorités de Kinshasa sont en colère. En cause, les discussions menées sur la RDC par le président français Emmanuel Macron à l'Élysée avec ses homologues du Rwanda et de l'Angola. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, a dénoncé l'absence d'un représentant de la RDC lors de ces échanges.
parler de la République démocratique du Congo en l'absence de ses dirigeants. C'est de cette façon que les autorités congolaises qualifient les discussions menées par le président français qui, en moins de 7 jours, a reçu respectivement à l'Élysée ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, et d'Angola, João Lourenço. À Kinshasa, lors d'un point de presse tenu ce lundi 28 mai, Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour exprimer les ras-le-bol de l'exécutif congolais. Nous savons qu'au niveau de la SADC, il y a des résolutions qui ont été prises sur la République démocratique du Congo, auxquelles nous avons contribué, si nous n'en sommes pas les auteurs. Mais au niveau de 3 pays, puisque c'est ça qui a été dit, 3 pays qui parlent de la République démocratique du Congo, sans la République démocratique du Congo, là, il y a un problème. Lors de la rencontre entre les présidents français et angolais ce lundi 28 mai à l'Élysée, le processus électoral en République démocratique du Congo a occupé une bonne partie des discussions entre les 2 chefs d'État. Dans les rues de la capitale, les réactions sont diverses. Du côté de l'opposition, cette initiative est très bien accueillie puisqu'il s'agit là d'un moyen de pression sur le président Kabila. Lorsqu'on parle du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent avoir lieu et surtout, le président Kabila ne doit pas se représenter, ce qui est très bien accueilli par l'opposition. Mais du côté de la majorité, on pense que c'est une ingérence dans les affaires politiques de la RDC, ce qui n'est pas très bien parce que la RDC, c'est un pays souverain. Le pays s'attend à la tenue des scrutins le 23 décembre 2018. Le calendrier électoral est jusque-là respecté. La conférence épiscopale nationale du Congo s'en est d'ailleurs félicitée. Cependant, pour bon nombre d'observateurs, la réaction du gouvernement congolais contre la démarche de Paris va susciter des interrogations sur l'un des principaux enjeux de ces processus qui tournent autour de la volonté du président Kabila de briguer ou pas un 3e mandat. Au Cameroun, le président Paul Biya a nommé un nouveau directeur général à Elecam. Eric Essoussé aura la responsabilité d'organiser des élections présidentielles dans quelques mois. Il remplace à ce poste Abdoulaye Babalé, accusé de faute lourde par le Conseil électoral. Eric Essoussé et Abdoul Karimou sont les nouveaux responsables d'Elecam, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun. Par ces actes, le chef de l'État Paul Biya a entériné le constat fait par le Conseil électoral vendredi 25 mai 2018 qui a reconnu Abdoulaye Babalé coupable de faute lourde. Il lui était notamment reproché une gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines et financières d'Elecam, ce qui a entraîné une démotivation du personnel avec des répercussions sur l'image de l'institution. Elecam a des problèmes politiques, Elecam a des problèmes de gestion, Elecam n'intègre pas, ne permet pas une véritable participation de l'ensemble des acteurs clés. Et Elecam n'est pas neutre. Nous n'allons pas participer aux élections tant que le système électoral au Cameroun ne permet pas d'avoir des élections où l'organe organisateur qui est Elecam a une gestion qui est participative, qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, d'avoir un regard sur les opérations qui sont faites. À 5 mois des élections présidentielles, les enjeux sont grands pour Elecam. Selon les spécialistes, cet organe est menacé par un ensemble d'incongruités qui plombent sa crédibilité. Aujourd'hui, plus que jamais, elle devrait se reconstruire en faisant preuve de neutralité. Elecam a un devoir de neutralité. Que les dossiers sortent d'Elecam, se retrouvent dans des cabinets d'avocats à l'extérieur pour être traités en termes de contentieux, alors qu'il y a un service juridique et des affaires contentieuses au sein de l'Elecam, c'est une incongruité. Malgré la nomination de nouveaux responsables, la situation continue d'être tendue au sein de la direction générale d'Elecam à Yaoundé. Certains responsables financiers n'ont pas accès à leur bureau qui demeure sous-scellé. La nouvelle équipe dirigeante multiplie les consultations avec le personnel pour une gestion plus efficiente d'Elecam. La zone CEMAC connaît une légère baisse de sa masse monétaire. Établie à 10 602 milliards de francs CFA, elle s'est rétractée à 0,4% en 2017. Un chiffre qui, pour les experts, se traduit par une contraction de l'activité économique.
10 602 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, au 31 décembre 2017, selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette masse monétaire a enregistré une baisse de 0,4% par rapport à 2016. Les contre-performances ont été enregistrées au Congo avec une baisse estimée à 195 milliards de francs CFA. Le Gabon est passé de 2084 milliards de francs CFA en 2016 à 2004 milliards de francs CFA en 2017. Le Tchad aussi fait partie des mauvais élèves avec une diminution de sa masse monétaire estimée à 3%. Généralement, une baisse de la masse monétaire explique une contraction de l'activité économique. Ce que les pays peuvent faire, il faut tout simplement agir au niveau du refinancement bancaire, n'est-ce pas, en baissant les taux d'intérêt et mettre sur pied une politique monétaire expansionniste. Grâce à son économie diversifiée et sa position privilégiée dans cette région, le Cameroun dispose à lui seul de 41% de la totalité de la masse monétaire de la zone CEMAC, soit 4 398 milliards de francs CFA pour l'année 2017, qui consacre une hausse de 235 milliards par rapport à 2016. La République centrafricaine a enregistré une hausse de sa masse monétaire estimée à 12,3%, augmentation sensible aussi du côté de la Guinée équatoriale avec 12 milliards en plus en 2017. Dans les pays où il y a une hausse de la masse monétaire, notamment la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, il faut dire là-bas, il y a une incitation à investir, à consommer, et qu'on tend généralement vers une surchauffe. Ce sont des pays qui ont connu des crises. Pour la Guinée équatoriale, il y a eu la baisse des coûts du pétrole. Aujourd'hui, il y a une certaine amélie. Ça montre une amélioration de l'activité économique. Par contre, à la République centrafricaine, il y a eu quelques tensions sécuritaires qui semblent s'estomper et il y a, n'est-ce pas, une croissance du PIB depuis quelques temps. La masse monétaire représente l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs opérations d'investissement, de consommation et d'épargne. Il s'agit notamment des valeurs susceptibles d'être converties en liquidités. Je vous l'ai promis à l'entame de ce journal, nous allons à la découverte de la série humoristique Ting Tang au Bénin. Écrite, produite et réalisée par des Béninois, Ting Tang prend sa place dans un quartier populaire de Cotonou et dans un ton décalé décrit les mésaventures de ses personnages autour de thématiques actuelles telles que la cybercriminalité et l'immigration clandestine. Regardez. Kismat Bagheri s'illustre dans le cinéma. Bercée par l'art, la technologie, le cinéma, elle a suivi une formation en cinématographie à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Titulaire d'une licence et d'un master en réalisation cinéma et télévision, Kismat Bagheri est auteur de plusieurs courts-métrages, de films documentaires et fiction d'école. Forte de ses expériences, elle a été sollicitée par la société de production Classics Media, appuyée du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, pour réaliser la deuxième saison de la série humoristique Ting Tang. L'objectif déjà c'est d'offrir un programme à la population béninoise dans lequel elle pourra se retrouver, elle pourra passer se divertir, voilà, parce que c'est divertissant, vu que c'est drôle, c'est assez convivial, donc du coup toute la famille est regroupée autour de la télé, ce serait agréable de revenir du boulot et de déstresser un peu autour de quelques épisodes de la série. Ting Tang est une série constituée de 26 épisodes de 5 minutes. Elle illustre le quotidien des Béninois à travers l'histoire d'un chef de quartier et ses administrés. Ting Tang a regroupé une dizaine de jeunes comédiens et une vingtaine de techniciens. Elle a 100% de chance avec moi. Là où je vais passer tout le long du trajet, moi je vais passer partout, elle sera avec moi. Elle m'a maîtrisé de A à Z. Vous voyez, celui qui ne comprend pas le français, qui est venu dans une série en français, venez voir, je vais fuir, non? Je n'ai pas fui. Et c'est grâce à Kismat. Elle est hyper free, elle comprend, elle incarne déjà le personnage elle-même. Donc pour faciliter les choses aux gens, elle joue le rôle, déjà pour montrer un peu comment ça va se passer. Elle nous assiste, elle nous aide, elle nous calme, surtout pour les gens qui transpirent, qui stressent devant la caméra.
Selon la réalisatrice, la série Ting Tang promeut les langues locales, la mode et la culture béninoise. Ting Tang sera diffusée sur des chaînes locales, notamment la télévision nationale. Rappelons que Kismat Baguiri est la promotrice du festival Ciné 229 Awards. Il s'agit d'un événement qui récompense chaque année les talents du cinéma béninois. Elle s'active pour la tenue de la 2e édition d'ici la fin de l'année 2018. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve très bientôt sur les antennes de Source Africa pour un autre journal. Portez-vous bien.